R9. Derrière ce code se cache une série de moteurs 4 cylindres diesel Renault. Commercialisés depuis 2012, ils innovaient en intégrant nombre de fonctions inédites sur un diesel de la marque, tel qu'un système stop-start ou encore un dispositif de thermomanagement permettant la montée rapide en température du moteur. Le tout dans le but de réduire consommation et émissions. Comme d'ordinaire chez Renault, cette série de moteurs sera déclinée en plusieurs niveaux de couple et de puissance. Ils équiperont de nombreux véhicules des marques Renault et Nissan, mais aussi quelques modèles badgés Mercedes-Benz. Produits depuis une bonne décennie à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par an, ces moteurs introduisent des performances en termes de consommation, de reprise et d'acoustique bien supérieures au F9 qu'ils remplaçaient. Sauf que, et cela semble malheureusement devenir une habitude chez Renault, le R9 s'est également fait remarquer par une épidémie de problèmes de fiabilité, ayant pour certains coûté des fortunes à leurs propriétaires. Premier d'entre eux, des casses moteurs, et plus exactement des casses de turbo entraînant en cascade des casses du moteur. Pour comprendre le mécanisme de ces défaillances, il nous faut tout d'abord faire un bref retour sur le fonctionnement d'un turbocompresseur. La combustion de gazole réclame une certaine quantité d'air. Mieux, elle obéit systématiquement à la règle suivante. Il est nécessaire que le rapport entre la masse de carburant et celle de l'air, désigné comme comburant, tourne autour de valeurs fixes. L'admission d'air dans un moteur non compressé se faisant par l'aspiration provoquée par la descente du piston, il est aisé de comprendre que le volume d'air maximal qu'avalera le moteur sera directement dépendant de la cylindrée de celui-ci. Dans ce type de moteur, dit moteur atmosphérique, le volume de gaz brûlé et donc le couple maximal fourni reste plafonné à des valeurs dépendantes de la capacité du moteur à aspirer de l'air et donc à sa taille ou cylindrée. Pour obtenir plus de couple tout en restant dans des proportions air-carburant permettant son bon fonctionnement, chercheurs et ingénieurs eurent rapidement l'idée de forcer le moteur à ingérer plus d'air qu'il ne le ferait par simple aspiration. Ce principe, connu sous le nom de suralimentation, est presque aussi ancien que le moteur à combustion interne lui-même. En effet, dès 1885, l'Allemand Gottlieb Daimler tentera de comprimer l'air en entrée de cylindre. Mais ce sera le Suisse Alfred Büchi qui déposera le premier brevet du turbocompresseur que nous connaissons aujourd'hui. Le principe est assez simple. Il s'agit d'un ensemble de deux turbines coaxiales enfermées dans des cavités non communicantes. La roue de la première turbine est entraînée par les gaz d'échappement du moteur. Un arbre permet de transmettre le mouvement de rotation à la roue de la seconde turbine. Celle-ci est alimentée en air frais. Cet air est compressé grâce au mouvement de la roue de la deuxième turbine, puis envoyé dans les conduits d'admission du moteur. La pression de l'air d'admission d'un moteur turbocompressé est donc supérieure à la pression atmosphérique. Pour assurer une combustion optimale, il suffit d'augmenter en regard le volume de carburant injecté. L'ensemble des composants en rotation tourne sur paliers dédiés. Ces paliers, quelle que soit leur technologie, sont systématiquement lubrifiés grâce à de l'huile. Et en l'occurrence, l'huile utilisée également pour la lubrification du moteur. Tant que le turbocompresseur fonctionne normalement, tout se passe comme suit. L'huile moteur est contenue dans un réservoir appelé carter, placé en dessous de ce dernier. Elle est pompée depuis ce réservoir par un organe nommé pompe à huile. La pompe à huile aspire l'huile par l'intermédiaire d'un tuyau, puis la met en pression. Ceci permet la circulation du lubrifiant dans l'ensemble du moteur grâce à un réseau de canaux dédiés. Le premier organe que traverse l'huile est le filtre à huile. La fonction de cette pièce est de retenir les multiples débris et particules transportés par l'huile. Ces polluants peuvent être issus soit de l'extérieur du moteur, soit générés par les frottements des pièces en mouvement à l'intérieur de celui-ci. L'huile purifiée est ensuite distribuée à toutes les pièces mobiles du moteur, mais aussi au palier du turbocompresseur. Sauf que nombre de conducteurs de véhicules équipés de moteurs R9 ont dû faire face à des casses de turbo.
Et dans ce cas particulier, la destruction des roues des turbines est telle que des fragments de celles-ci finissent par se détacher. Acheminée dans le circuit d'alimentation en air du moteur, cette limaille finit par atteindre l'intérieur de la chambre de combustion. Lorsqu'elle se coince entre les segments et la paroi du cylindre, il se forme des rayures sur celle-ci. L'étanchéité n'est alors plus correctement assurée. L'huile se met à remonter dans le cylindre. À cette étape, le moteur n'est généralement pas économiquement réparable. Mais ce n'est pas tout, car les débris en provenance des hélices ou de l'arbre peuvent également se frayer un chemin vers les cavités des paliers et finissent donc par être disséminés dans l'huile moteur. Bien que théoriquement retenues par le filtre à huile, ces nombreuses particules finissent tout de même par endommager le moteur. Voici pourquoi. Pour un moteur donné, les ingénieurs dimensionnent la taille du filtre en fonction du volume de débris et de particules que ce même moteur risque de produire ou d'ingurgiter dans des conditions normales de fonctionnement. La capacité de filtration de cet organe n'est donc pas choisie pour accumuler d'autres impuretés, telles que celles produites par un turbo en décomposition. Lorsque la partie du filtre chargée de retenir les impuretés est pleine, un système de bypass, évitant que le moteur ne soit plus du tout alimenté en huile, a pour fonction de détourner l'huile souillée directement vers la pompe à huile. Au fil des kilomètres, les particules en provenance du turbo, après avoir bouché le filtre à huile, se mettent à cheminer dans tout le moteur. La sanction, à terme, est la même que dans la configuration précédente. Une usure prématurée des pièces en mouvement ayant pour effet la destruction du moteur. Si certains conducteurs ont certes obtenu une participation de Renault dans un tel cas, nombre d'entre eux ont toutefois dû éponger une proportion significative de la facture. Celle-ci s'élève généralement à près de 15 000 €. Autre problème partagé, il est vrai, avec de nombreuses motorisations diesel concurrentes, des vannes EGR qui se bouchent. La fonction de la vanne de recirculation des gaz d'échappement est la suivante. Réduire les émissions de NOx du moteur. Car le fonctionnement en mélange pauvre d'un moteur diesel a l'effet délétère suivant. L'accroissement du pourcentage d'oxygène dans les gaz d'échappement. Cet oxygène va se combiner à l'azote pour former soit du monoxyde d'azote, soit du dioxyde d'azote, les fameux NOx. Le NO2 est un gaz extrêmement dangereux. Il s'agit d'un gaz suffocant et irritant. C'est un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement très supérieur à celui du CO2. Il est un des précurseurs de l'ozone, gaz dont la forte concentration dans l'atmosphère est mortelle. Il n'est pas biodégradable, mais se transforme dans certaines configurations en acide nitrique à l'origine des pluies acides. Il faut maintenant comprendre que la formation des NOx s'accroît à mesure que la température de combustion augmente. Et c'est là qu'intervient la vanne EGR. Sa fonction, réinjecter une partie des gaz d'échappement dans le circuit d'admission d'air du moteur. Ces gaz sont donc réintroduits dans les cylindres où ils se mélangent à l'air frais et au carburant pour être à nouveau brûlés. Cette astuce permet de réduire la température de combustion dans les cylindres, ce qui a pour effet en cascade de limiter la formation de NOx. Seulement voilà, avec la multiplication des vannes EGR sous le capot des voitures diesel depuis une bonne décennie, s'est également généralisé un problème devenu épidémique, l'encrassement graduel de cette vanne. Les fautifs, des résidus présents dans les gaz d'échappement, particules se baladant donc librement dans la partie du circuit se situant avant le moindre traitement. Avec le temps, ces particules finissent par s'agglutiner dans la vanne EGR. Le phénomène est particulièrement sensible sur les véhicules roulant principalement en agglomération. Les symptômes d'une vanne EGR bouchée sont les suivants: des ratés moteurs, une surconsommation de carburant ou encore des émissions accrues de polluants. Autre problème d'EGR, cette fois-ci spécifique au moteur R9, tant le collecteur d'échappement que l'échangeur de la vanne EGR ont tendance à se fissurer. Les symptômes décrits par les clients sont toujours les mêmes. Des gaz d'échappement qui se répandent dans le compartiment moteur.
Aspirés par la ventilation du système de chauffage, ils finissent par atteindre l'habitacle, provoquant odeurs nauséabondes et autres fumées suffocantes. Mais certains propriétaires de véhicules équipés de moteurs R9 ont dû faire face à un autre problème d'importance bien plus grave. Il s'agit de blocs moteurs qui se fissurent brutalement. Le problème, reconnu par Renault comme ayant pour origine un défaut de fabrication, aurait officiellement fait l'objet d'un rappel de tous les véhicules concernés. Officiellement, car nombre de clients ayant fait face à cette avarie n'ont pas vu leur véhicule rappelé et se retrouvent de fait avec une facture pouvant dépasser les 10 000 €. Dernier problème, fuite d'huile. Doté d'une chaîne de distribution bien conçue, ce moteur ne connaît pas de problème récurrent à ce niveau. Toutefois, le cache de chaîne est connu pour présenter des fuites régulières d'huile. À la pollution évidente engendrée par ce problème s'ajoute le risque de descente rapide et excessive du niveau d'huile. Et avec celui-ci, l'usure prématurée de l'ensemble des pièces en mouvement dans le moteur. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.